Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait le temps de réfléchir à la manière dont les normes patriarcales continuent d'influencer notre vie familiale et professionnelle ? Ce thème, plus actuel que jamais, est au cœur de notre épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode de Papatriarcat, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Adriaansen, écrivaine accomplie et maman engagée, qui a su s'imposer dans le monde littéraire tout en défiant les conventions traditionnelles de la parentalité. Sophie n'est pas simplement une autrice talentueuse, elle est également une observatrice fine de la société, avec une capacité unique à interroger les rôles parentaux au sein du couple. Ensemble, nous plongeons dans ses réflexions sur la répartition des tâches parentales, l'impact de la charge mentale et le poids des attentes sociales. Comment les parents peuvent-ils amorcer un dialogue sur ces sujets délicats sans tomber dans la culpabilité ? Sophie partage avec nous son expérience personnelle, y compris ses propres défis et victoires dans la quête d'un équilibre familial équitable. Au fil de notre discussion, nous aborderons des questions cruciales comme comment se défaire des jugements extérieurs et pourquoi est-il essentiel de repenser notre rapport au travail pour une vie familiale épanouie. Nos échanges sont riches de conseils pratiques et d'outils comme le dialogue constant et l'ajustement des rôles selon les besoins de chacun. Cet épisode se veut être une véritable invitation à repenser notre quotidien sous un angle plus équitable et conscient. J'espère que cet échange vibrant t'inspirera autant que nous il nous a captivés. Reste avec nous, car jusqu'à la fin, tu découvriras des réflexions puissantes et des perspectives nouvelles qui pourraient bien transformer ton approche de la parentalité. Je pense que tu vas adorer cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter des épisodes sans pub, en avance et avoir accès à plus de 80 bonus par exemple. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question. Dans votre livre « Qui s'occupe des enfants ?», la répartition genrée des rôles parentaux est au cœur du sujet. Comment les parents peuvent-ils amorcer une discussion sur cette répartition sans que cela devienne une source de tension et de culpabilité ? Je vous souhaite une bonne écoute. C'était jamais simple de parler des sujets qui fâchent. L'idée, c'est que les rôles parentaux, forcément, sont composés de contraintes. Ces contraintes, elles existent, elles sont inhérentes à la parentalité. Donc, la répartition, de fait, est un sujet. Moi, je crois que le couple ne peut durer dans le temps que si chacun s'y sent bien. Et donc, je pense que ces discussions sur la répartition des tâches et donc des rôles est nécessaire à un moment donné. Après, je pense qu'on a tendance à parler d'équilibre. Je pense qu'il faut voir si l'équilibre est plus intéressant que l'équité. Mais je pense qu'en fait, chacun doit individuellement s'interroger sur le parent qu'il a envie d'être et que ce sont deux, finalement, réflexions individuelles qui doivent se rejoindre pour avoir une discussion commune sur la répartition des rôles au sein du couple. Et surtout, je crois qu'il n'y a pas de formule toute faite, mais qu'il y en a une par couple. Alors, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on peut... c'est un petit peu une idée de faire un choix éclairé, en fait. Ouais. Limite, pour citer René Grosard, de faire un consentement éclairé à la maternité et du coup aussi à la paternité. Ok, donc faire nos choix. J'aime beaucoup l'idée plutôt de parler d'équité. Moi, par exemple, je suis pas égalitariste pour un sou. Parce qu'en plus, je pense aussi que les sujets de charge mentale... une fois que la discussion a été ouverte, avec 20 ans de couple maintenant et 6 ans de parentalité, je vois bien aussi qu'il y a des mouvements en fait qui suivent les mouvements de notre vie. La charge mentale dans notre couple n'était pas la même quand j'étais salarié, ma compagne, quand c'est moi qui ai intégré, qui ai pris en charge l'instruction en famille, et ma compagne qui continue à avoir son activité, c'était pas la même et ça évolue encore. Ouais. Donc ça permet d'avoir une certaine souplesse aussi. Et de comprendre qu'en fait, des fois, il y a des situations en effet de non-égalité, mais qui sont
paritaire finalement, enfin équitable en tout cas. Donc merci de l'avoir dit. Par rapport à ces choix éclairés, il y a quand même, et vous mentionnez que les schémas patriarcaux traditionnels pèsent lourdement sur les choix des parents, donc, et parfois sans qu'on s'en rende compte peut-être. Quels conseils vous donneriez aux familles qui souhaitent sortir de ces schémas sans se sentir marginalisées ou jugées par leur entourage? Parce que dans votre livre, vous nous écrivez que nous avons constaté que pour notre entourage, ce choix s'avère souvent difficile à comprendre. Nous n'avons bien sûr pas demandé d'autorisation et n'attendons pas de validation. Néanmoins, certaines réactions nous laissent perplexes. En fait, moi, si j'ai écrit Qui s'occupe des enfants, c'est parce que on a reçu des commentaires. Et ça, Okay. et moi, j'étais naïvement peut-être persuadée que à partir du moment où on avait fait un choix, il serait accepté. Enfin, moi, je m'étais pas dit il faut que notre choix soit accepté, mais je pensais pas qu'il provoquerait des commentaires ou des jugements. Il y a quelque chose qui, pour moi, fait partie aussi de la répartition des rôles parentaux, c'est le rapport de chacun au travail. Cette réflexion-là aussi, elle doit forcément être menée. Et pour ça, il y a une question que moi, j'aime bien suggérer pour alimenter la réflexion qu'on peut avoir au travail, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas à gagner ma vie. Et parfois, ça permet de voir sur quel curseur on peut agir. Et donc, moi, j'ai compris, après la naissance de mon premier enfant, à quel point mon travail était nécessaire à ma santé mentale. Parce que entre mon premier accouchement et la découverte de ma deuxième grossesse, j'étais en dépression du postpartum non diagnostiquée. Et ce qui m'a maintenu la tête hors de l'eau, c'était le travail, en l'occurrence l'écriture, qui est un travail que j'ai choisi. J'ai quitté le salariat pour ça. Un travail que je suis allée chercher, j'allais dire, à bout de bras, et qu'il est important pour moi de conserver, enfin auquel je renoncerai jamais finalement. J'ai compris que ce lien, ce refuge aussi que peut être l'écriture, et puis ces interactions avec le monde de l'édition dans lequel du coup je gravite, étaient nécessaires à ma santé mentale, fortement chamboulée par l'arrivée de mon premier enfant. Donc, quand on a eu ce deuxième enfant qui s'est annoncé, moi j'ai tout de suite dit à mon conjoint et à la sage-femme qui me suivait, je ne fais pas 2 fois une dépression du postpartum qui dure 3 ans. Donc, il faut être attentif, il faut qu'on soit 3 attentifs à mon état de fatigue et globalement ma santé mentale. Et j'ai dit à mon conjoint, je retravaille très vite derrière, j'en aurai besoin. Et à ce moment-là, lui a mené une réflexion. Il est un peu plus âgé que moi. Les objectifs qui s'étaient fixés professionnellement, aussi bien d'encadrer une équipe, de monter des entreprises, il avait coché les cases les unes après les autres. Donc, il n'avait plus rien à prouver ou à se prouver. Et à ce moment-là, il m'a dit que lui, ce qui l'intéressait le plus, c'était d'être avec les enfants, voire d'utiliser tout ce qu'il avait pu apprendre dans sa vie professionnelle pour le transmettre aussi, sans envisager la famille comme une entreprise, mais se dire qu'en fait, il y a un tas de choses... Il y a quand même beaucoup de liens. Enfin, voilà. Je vais pas... et plein de choses que le monde de l'entreprise nous enseigne. Ouais. Qu'on peut mettre à profit dans l'écosystème familial. Moi, je persiste à dire que management et parentalité, il y a quand même beaucoup de ponts qui se font. Il y a pas mal de points communs, oui, j'avoue. Du coup, ça tombait très bien parce qu'on s'est dit qu'à la naissance de notre deuxième, j'allais pouvoir très vite repartir au boulot, même si ça peut être aller dans la pièce voisine pour écrire avant d'être en déplacement, et que lui allait se consacrer aux enfants, ce qui allait aussi me permettre de travailler dans de meilleures conditions en étant sereine, parce que je savais que je n'aurais pas à gérer de problématiques de garde, par exemple, alternative en cas de déplacement. Et la grosse surprise, ça a été la façon dont... on n'a pas fait d'annonce générale, mais la façon dont les gens autour de nous ont réagi quand on leur a dit, voilà, maintenant, en fait, mon conjoint, il ne travaille plus, parce que c'est encore une formule qu'on utilisait. Maintenant, on dit qu'il s'occupe des enfants. Mais à ce moment-là, on disait il ne travaille plus, et on disait que moi, je travaillais pour nous 4. Et en fait, il y avait une double dynamique de commentaires, aussi bien vis-à-vis de lui, qu'on taxait de paresse, ou... Enfin, il y avait quand même toujours un peu l'idée que s'il ne travaille plus à l'extérieur et qu'il ne ramène plus d'argent, il n'est plus un bonhomme, quoi. Et puis à moi, on me le disait aussi, c'est-à-dire que j'ai aussi des copines, donc des femmes qui me disaient je ne pourrais pas
vivre avec un homme qui ne ramène plus d'argent ou qui n'est pas en interaction avec le monde extérieur à titre professionnel, parce que mon conjoint est quand même en interaction avec le monde extérieur et pas seulement au supermarché. Et puis moi, j'ai eu des réflexions dans le hyper culpabilisantes avec l'idée que, en fait, j'avais fait un deuxième enfant, mais que dès que possible, j'abandonnais homme et enfant pour très égoïstement penser à ma carrière, à mon écriture, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que régulièrement, on était amené à se justifier, en tout cas à expliquer pourquoi on avait fait ces choix-là, que sinon ils n'étaient pas d'emblée admis comme étant possibles. C'est-à-dire qu'on cherchait une bonne raison à ça. Peut-être le fait que mon conjoint avait énormément gagné sa vie avant et qu'il avait des économies. On cherchait une explication financière. Ah, oui. On cherchait une explication familiale. Il se trouve que mon conjoint avait déjà 2 enfants quand je l'ai rencontré. Donc, est-ce que c'est pas le fait qu'il veut rattraper ce qu'il n'a pas vécu assez longuement la première fois? Ça ne pouvait pas procéder. Alors bien sûr, on fait les choix qu'on fait parce qu'on est ce qu'on est, qu'on a les bagages qu'on a, mais ça ne pouvait pas procéder juste d'une pure concertation entre nous et de la vraie jonction de nos 2 ambitions à un moment précis. Il fallait trouver une explication pour rendre ce choix acceptable. Peut-être parce que du coup, ça renvoie aussi les personnes en face de nous au fait qu'ils n'ont pas envisagé toutes les possibilités dans les... Exactement. Et alors déjà, merci de parler du fait de penser à qu'est-ce que je ferais si j'avais pas besoin de gagner ma vie. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce que l'argent est aussi un tabou dans notre société. Je renvoie les gens vers le podcast Histoire d'argent de Fabrice Florent où il y a cette phrase aussi, est-ce que je suis pas en train de perdre ma vie à essayer de les gagner, qui est vraiment une question à se poser, je pense, par rapport aux choix que font les gens ou pas et qu'est-ce que ça vient questionner. C'est aussi parce que plein de gens ont fait des choix sans se rendre compte qu'ils les faisaient. Nous, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup vécu par rapport à l'instruction en famille, par exemple, où plein de gens me disaient « Mais pourquoi tu as fait ce choix-là ?» Et à chaque fois, avant de répondre, maintenant, je leur dis « Avant de répondre, je vais te demander pourquoi est-ce que toi, tu as fait le choix de la scolarisation ?» Et là, les gens se rendent compte qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils faisaient un choix. Et maintenant, c'est ce qu'on fait aussi un peu quand on me dit « Mais pourquoi, Cédric, tu restes à la maison à t'occuper ?» Mais moi, je vais te demander pourquoi est-ce que toi, tu fais le choix de partir travailler, machin, ou pourquoi est-ce que toi, tu fais le choix, quand ce sont des femmes, souvent, pourquoi est-ce que toi, tu fais le choix que ce soit toi qui sois en charge, machin. Bien entendu que ça n'est pas que des sujets individuels, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est intéressant de renvoyer les gens vers ce choix-là aussi, puisqu'il n'est pas si éclairé que ça. Oui. Alors, c'est sûr que moi, en tant que femme... je pourrais dire aux autres femmes autour de moi qui aimeraient travailler autrement ou travailler plus, mais pourquoi tu le fais pas ? Je sais bien quels obstacles elles peuvent rencontrer. Par contre, pour mon conjoint, je sais qu'il n'y a pas autour de lui énormément d'hommes à qui il pourrait dire mais pourquoi tu n'arrêtes pas de travailler pour t'occuper de tes enfants ? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que dans certaines soirées, à partir du moment où un homme lui demande « Et toi, que fais-tu dans la vie ?» et qu'il répond « Je m'occupe des enfants », ça coupe court à la conversation. C'est-à-dire que la personne ne trouve plus rien à lui demander parce que, ça c'est notre interprétation, elle ne peut pas positionner mon conjoint dans l'échiquier social. Elle ne sait pas du coup quel est son niveau de revenu, quelle est sa gamme de voitures. Et du coup, comme elle ne peut pas le positionner, elle ne sait pas se positionner par rapport à lui. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que ça permet de faire le tri dans les gens avec qui on parle ou qu'on fréquente. Mais ça, c'est vraiment très, très surprenant que ces réactions s'expriment en plus assez fréquemment. Donc, je pense qu'il y a aussi tous les gens qui pensent des choses et qui nous le font pas savoir. Mais en tout cas, des gens qui nous disent vraiment ce qu'ils pensent de notre situation, il y en a. Pour moi, évidemment, en tout cas, pour moi, c'est la culpabilité qui prime. Ça va un petit peu mieux maintenant que mes enfants ont grandi, mais comme je suis souvent en déplacement, pendant des années, on m'a demandé systématiquement, à chaque déplacement, qu'est-ce que tu as fait de tes enfants ? Alors que je n'ai jamais caché le fait que j'avais fait ces enfants avec un deuxième parent, qui en l'occurrence maintenant est parent 1 sur les fiches pour l'école. Mais... Et ce qui est intéressant, c'est que à l'inverse, cette question, en fait, on la pose pas au père, au conjoint. Parce qu'on est un couple hétérosexuel, on la pose pas. Ouais. Nous, moi, quand je suis en déplacement, personne me demande ce que j'ai fait des enfants. Mais personne. Alors que pourtant, là, par exemple, on enregistre, je suis à Nantes, on est en pleine semaine, ma compagne travaille, etc. Mais personne me dit comment tu t'organises quand tu pars en déplacement.
Personne. Alors que pourtant, je m'organise. La charge ne repose pas sur ma compagne. L'organisation, en tout cas de mon déplacement et des relais à solliciter, ne repose pas sur elle. Alors que elle, en effet, alors de moins en moins par contre, puisque les gens connaissent notre situation, par contre de moins en moins on nous pose la question. Mais au début, en effet, ça a été quelque chose d'assez important. Mais aussi, il y a eu, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez rencontré, peut-être vous dans votre vécu de mère, mais il y a eu ce côté, en tout cas aussi chez ma compagne, en même temps, je dois être là. C'est quelque chose qu'elle a apporté, c'est-à-dire que c'était sa charge, il a fallu qu'elle lâche aussi cet espace-là. Ouais. Et ça peut être un vrai sujet aussi. Alors, moi, je suis toujours pas au clair avec cette question. Quand je suis loin et que je n'ai pas la possibilité de rentrer immédiatement, mon conjoint me préserve. Alors évidemment, si c'était quelque chose d'extrêmement grave, il me préviendrait. Mais si c'est des petits bobos, de la fièvre qui va sans doute passer rapidement, tout ça, il a tendance à me le dire après coup. En fait, moi, ça m'est arrivé au début, quand il me dit je suis allée récupérer l'aîné à la crèche parce que il était pas bien et moi je suis dans une autre ville. Je me dis qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que vraiment il y a quoi que ce soit de professionnel qui dans le fond est plus important que de bercer mon petit garçon qui est pas bien et qui est même pas assez bien pour rester à la crèche alors qu'il adore. Est-ce que je me trompe pas complètement de priorité ? Je me pose encore régulièrement la question. Je sais pas si un jour j'aurai la réponse. Je suis pas sûre que ce soit bon pour les enfants que les parents soient toujours auprès d'eux. Mais en tout cas, moi, je sais que je fonctionne maintenant avec cette espèce de culpabilité ou ce questionnement permanent. Le choix que j'ai fait aussi, c'est pour mes enfants d'incarner une maman qui, non pas privilégie sa carrière par rapport à eux, mais qui fait ce qu'elle veut faire pour sa carrière, qui travaille, qui s'assume financièrement, mais qui assume aussi la vie de la famille. Et en fait, si je suis invitée dans une émission, ils visionnent l'émission sans moi et ils comprennent ce que je fais et on partage ça en rentrant. J'ai fait le choix de continuer à travailler et de le faire bien. Par contre, je réserve des grandes plages pour la vie de famille. J'essaye d'avoir vraiment beaucoup plus que les 2 mois d'été, mais plutôt 3 ou 4 mois sans déplacement qui m'impose de ne pas dormir à la maison. Je ne prends à peu près aucun engagement professionnel pendant les 2 mois d'été, même si je peux travailler un peu depuis chez moi. Je veux être avec eux, je veux en profiter pour avoir du temps de qualité avec eux quand je suis près d'eux. Ouais, c'est quelque chose qui est quand on peut le faire ce choix-là, notamment dans les activités indépendantes, c'est vraiment bien de le faire. Moi, j'ai découvert ça juste cette année, puisque avant ça n'était pas scolarisé. Mais en effet, c'est chouette. Par contre, ça demande aussi un exercice je me débranche pendant 2 mois de plein de choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien cette idée d'accepter cette culpabilité qui est là, parce que à l'instar d'autres sujets, vous savez, quand les parents disent moi je veux plus crier sur mon enfant ou je veux plus me sentir ceci cela, en fait souvent moi ce que je leur réponds c'est en fait la première chose qu'on va faire c'est comment est-ce qu'on va accepter que ça arrive et comment est-ce qu'on va accepter de ressentir de la culpabilité. C'est plutôt ça en fait le sujet, comment est-ce qu'on deal avec ça. Quand on se parle comme ça de discussion, d'évolution de la répartition des charges, est-ce que vous avez utilisé des outils spécifiques pour réorganiser cette charge ? Et si oui, quels outils est-ce que vous pouvez partager pour les parents qui nous écoutent et qui voudraient rééquilibrer les tâches dans le foyer ? Il y a un outil que je trouve formidable, que je n'ai pas utilisé, mais que j'ai découvert dans le livre de Cécile Doherty-Biagara, qui consiste à entrer une à une dans chaque pièce de la maison, à 2, et à se demander, donc à voix haute, toi, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce ? Avec les choses les plus grandes, de type je la nettoie à fond, ou si c'est la chambre, j'en sais rien, je change les draps, je lave les rideaux, je fais les vitres, que je revisse une petite chose quand c'est de travers, je change le papier toilette, pour estimer aussi les tâches qui sont faites par l'autre et qui ne se voient pas. Nous, en pratique, on utilise un certain nombre de fichiers partagés, l'agenda partagé, le fichier partagé pour les dépenses, des listes aussi, pour les cadeaux, pour les anniversaires, pour les valises des vacances. On essaie de
en fait, d'ajuster les listes à la fin de chaque vacances pour se libérer de la charge mentale pour les vacances d'après. Et l'idée, c'est que on partage. Donc, ça veut dire que la responsabilité de ces choses-là, elle est commune. Sinon, notre outil principal, ça va peut-être être très décevant comme réponse, mais c'est le dialogue. C'est-à-dire que on parle et puis parfois le ton monte, mais en fait on part du principe que les réajustements constants sont nécessaires, que c'est un sujet qui est pas sympa en fait, mais qu'on peut pas s'en passer, qu'on peut pas en faire l'économie. Donc on parle. Si jamais aussi on a l'impression que par rapport à ce qu'on a défini, le curseur il est en train de se déplacer un peu. Et dans ces cas-là, en général, c'est celui qui en souffre qui lance le sujet en disant mais là, en fait, avant tu faisais ça, j'ai l'impression que depuis quelque temps, tu le fais plus ou tu le fais moins bien ou tu le fais moins souvent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux plus le faire? Est-ce que tu peux plus le faire? Est-ce qu'il faut qu'on échange parmi les choses qu'on fait? Le dialogue permet aussi d'alerter plutôt que de nourrir de la rancœur et de finir par exploser. Alors je dis ça, c'est en théorie, hein, bien sûr. Il peut oui, non, plein de contre-exemples où en fait je réagis moi pas forcément bien ou mon conjoint et où on explose, on s'engueule parce qu'on n'a pas très tôt eu une discussion calme. Mais en tout cas, on est d'accord sur ce principe-là qu'il va falloir qu'on en parle. Et puis tout le temps, en fait, tout au long de notre vie parentale et conjugale, à partir du moment où on a un lieu de vie commun, un foyer, des enfants, des responsabilités, eh bien, on est obligé d'en prendre soin d'eux. Il y a comment dire, ce côté aussi où le dialogue, c'est quelque chose qui se travaille de toute façon, même en dehors des conflits, et qui permet justement d'avoir des sujets qui peuvent être des points qui pourraient être de tension. Pour notre auditoire, je vais citer un exemple personnel récent. Donc nous, on a un petit bébé qui va avoir 8 mois. Et il n'y a pas longtemps, ma compagne, je suis en train de faire la vaisselle et en fait, tout ce qui a trait au tiers-lait est dans un bac à part pour éviter le mélange des bactéries, etc. Et elle me dit comme ça, tu sais chérie, j'ai l'impression que par rapport au premier allaitement qu'on a connu avec la grande, que tu l'as beaucoup moins qu'avant les éléments du tiers-lait. J'aurais pu lui dire, bah attends, ça va, tu sais, attends, je m'occupe de la maison, les enfants à l'école, tout ça. Je lui ai juste dit, bah en fait, ouais, t'as raison. Et tout de suite, j'ai questionné le pourquoi. Et en fait, la réponse est venue assez facilement. Et elle aussi, du coup, elle a entendu les choses. Je lui ai dit, en fait, cet allaitement-là, je me sens plus mis à part de cet allaitement. Il y a beaucoup de choses que tu gères toutes tes problématiques toute seule. Comme je me sens plus à part, je me suis moins engagé, notamment, tu vois, dans les tâches annexes, logistiques et tout. Mais on va y remédier, tu vois. Et elle, du coup, elle a aussi entendu ça. Bon, mais qu'est-ce qui te fait te sentir plus à part et tout? Donc, on a pu échanger là-dessus. Et ça évolue. Et c'est chouette. Donc, ça permet aussi ça, en fait, de pas voir la remarque de l'autre comme une agression. Et la réponse, ça peut aussi être, en fait, je suis trop fatigué en ce moment. Enfin, voilà, la réponse, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi, justement, être ça, le fait de se dire, en fait, j'ai pas le temps d'y penser, j'y arrive pas. Donc, ça peut être aussi un point d'alerte sur peut-être une surcharge mentale chez l'un, chez l'autre. Donc, voilà, juste dire les choses avec un petit peu de forme quand même. C'est sûr que ça t'est arrivé en disant écoute chérie, ça commence à me faire chier là, ça fait 2 jours que les biberons sales sont dans le bac et tu les as toujours pas lavés. Voilà, c'est pas la même chose. Donc ça peut servir quand même de discuter. Mais en fait, je trouve que c'est hyper important ce que vous dites de pas avoir la remarque de l'autre comme une agression. Moi, ça m'a demandé des années pour déconstruire ça. J'étais sur la défensive, je prenais toutes les remarques finalement comme des accusations parce que je revivais ce que je vivais enfant avec mes parents. On a décidé de construire, on parle bien de construire une famille, un foyer, et donc la construction ne peut pas se passer de dialogue, mais il faut accepter que l'autre il puisse aussi vouloir simplement construire sans pointer du doigt des choses qu'on n'aurait pas bien faites ou qu'on ferait moins. Et donc, en fonction de l'environnement familial dans lequel on vient, de l'enfant qu'on a été avec ses parents, ça peut être compliqué aussi, ça peut avoir des conséquences sur la façon dont, entre parents, on va dialoguer. Dans la catégorie continuons les petits conseils de Sophie Adriaansen, qu'est-ce que vous diriez aux parents qui se sentent incompris ou jugés dans leur manière d'organiser leur vie de famille? Comment est-ce qu'on peut réagir face à ça aussi? En fait, dans le fond, alors moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est bien faire et laisser braire. Ok, je connaissais pas. La vraie difficulté, c'est de pas
être atteint ou atteinte par les jugements. Ouais. Moi, je pense que dans le fond, on n'a à convaincre personne parce que chaque famille est différente. Mais l'important, c'est d'être bien en tant que membre du couple parental. Donc, être bien individuellement, être bien à deux. Si personne ne comprend, mais qu'on se sent exactement à sa place dans sa famille et dans son couple, je dirais qu'on s'en fiche, quoi. Et puis que, ça c'est la palissade, mais les enfants, ils grandissent mieux quand les parents, ils vont bien. Bah ça, c'est presque une discipline pour toute la vie de mettre on est en Loire-Atlantique là, mettre son imperméable en fait pour que les commentaires glissent sur nous. On ne pourra pas convaincre qui que ce soit et encore une fois, je crois que ça n'a pas d'intérêt. Par contre, à partir du moment où on se sent aligné, où on pense qu'on est à sa place au sein de son couple parental et au sein de sa famille. Je pense aussi que ça renforce la résistance aux commentaires et aux jugements. Tout à fait, je rejoins complètement. Et comme vous l'avez dit précédemment, ça permet aussi de faire le tri. Hein. Je veux dire. Et là aussi, un truc hyper intéressant, j'en profite pour recaler par rapport à la vie d'entreprise. En entreprise, il y a ce qu'on appelle la conduite du changement. Et dans la conduite du changement, quand on doit amener un changement, alors quand ça concerne les gens, bien sûr qu'il faut les préparer, mais là, en l'occurrence, ce sont des gens pas concernés qui s'en mêlent. En fait, on explique souvent qu'il y a les personnes qui vont être alliées d'un sujet, il y a les personnes qui vont être neutres et les personnes qui vont être contre, on va dire. Et qu'en fait, il faut répartir son énergie sur les alliés et les neutres, donc des gens qui peuvent devenir les alliés de notre vie, des soutiens plutôt par rapport à la vie parentale, et en fait, laisser les contres. Alors, ça veut pas dire forcément abandonner les gens, mais c'est juste que c'est pas un sujet dont on va parler avec eux. Et mine de rien, c'est aussi la meilleure façon de les faire basculer sur le long terme. Voilà, comme quoi les stratégies d'entreprise, ça peut servir. Vous écrivez dans votre livre que parce que la répartition des rôles vis-à-vis de nos enfants, c'est ce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure par rapport à ce qu'au fait que vos garçons voient une mère qui travaille et un père du coup aussi qui s'occupe d'eux, c'est important. La répartition des rôles vis-à-vis de nos enfants, mais aussi les tâches domestiques, interroge la façon dont notre genre nous conditionne. Vous, en tant qu'autrice engagée, vous incarnez ce changement ce questionnement de rôle de genre. Avant de passer sur ma question écrite, il y en a une qui me vient. C'est, est-ce que par rapport à vos deux garçons, vous voyez déjà que cette situation crée une réflexion différente eu égard à leur âge, à leur maturité, mais par rapport aux environnements dans lesquels eux, ils évoluent? Par rapport au travail, il y a quelque chose de particulier aussi avec le fait que je suis indépendante et que soit je ne suis pas là, soit je suis dans mon bureau qui est à côté de la cuisine. Donc potentiellement disponible, même si ça c'est tout un travail d'éducation pour expliquer que je peux être là en train de travailler et pas disponible et qu'il faut faire toc-toc ou dire est-ce que je peux te déranger. Mais surtout, pour mes garçons, ça n'est pas un sujet que le père s'occupe des enfants. C'est mon conjoint qui fait la cuisine depuis toujours, mais c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, peut-être que j'avais un détecteur à homme qui cuisine parce que moi, je n'aime pas particulièrement cuisiner et je suis pas forcément douée pour ça parce que s'il faut surveiller une cuisson, je me dis ok, j'ai 8 minutes, j'en profite pour aller écrire quelque chose, on peut être sûr que ça crame. Lui prend plaisir à cuisiner des choses qui sont saines et qui nous fournissent les apports dont on a besoin. Forcément que quand on grandit avec un père qui s'occupe principalement qui est celui du couple parental qui s'occupe principalement des tâches ménagères, eh bien ça ouvre le champ des possibles. Mais c'est surtout que pour mes garçons, ça n'est pas un sujet. Parce qu'en fait, on choisit évidemment les lectures qu'on leur lit. On n'a pas la télé, donc quand c'est un dessin animé, on le choisit avec soin pour que dans les représentations, ça ne vienne pas trop entrer en contradiction finalement avec notre modèle. Et donc, ils ne se disent pas qu'on est une exception à la vie qui peut y avoir dans les familles de leurs copains ou de leurs copines. Forcément, ils auront ce choix-là en grandissant de s'occuper de leurs enfants s'ils ont des enfants un jour. Là où peut-être même que mon propre conjoint ne se l'est pas dit avant d'être dans la situation que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc forcément, ça a une incidence, mais encore une fois, pour eux, c'est tellement pas une question parce que c'est absolument naturel, quoi. Vous êtes une autrice engagée et donc vous avez accès à beaucoup de ressources aussi.
Vous nous parlez des ressources justement par rapport aux lectures, aux dessins animés. Quel rôle en fait vous voyez pour la littérature et les médias dans la déconstruction des normes patriarcales autour de la parentalité et surtout comment les parents peuvent-ils utiliser ces ressources pour éduquer leurs enfants de manière plus égalitaire? Et je vais même aller plus loin, c'est aussi quand on rencontre des ressources qui ne sont pas égalitaires, on va dire. C'est un point qu'on avait évoqué avec Pilentika dans un autre épisode, justement le fait de faire des lectures critiques aussi, par exemple de Petit Ours Blanc avec son papa qui lève pas son cul pendant que maman fait tout à la maison, mais aussi parce que les enfants sont à l'école et qu'ils rencontrent ces normes-là et aussi avec des supports différents. Je resynthétise ma question, c'est comment trouver des ressources, on va dire, et les utiliser pour déconstruire ces normes patriarcales et comment est-ce qu'on deal avec ce qui vient de l'extérieur? Je pense qu'il faut s'impliquer dans les lectures de ces enfants, qu'ils sachent lire ou qu'ils ne sachent pas lire. C'est-à-dire que c'est une démarche formidable d'emmener les enfants à la bibliothèque et de leur dire choisis 3 livres. Mais ça vaut le coup de les parcourir avant de les emprunter, pour voir si on va les aborder effectivement de façon critique ou si on souscrit complètement à ce qui est proposé et qu'on va y aller comme ça. Et de la même manière, là donc je parle d'albums qu'on lirait à voix haute à un enfant qui ne sait pas encore lire. Et de la même manière, ça me semble important de lire ou au moins de savoir un peu ce qu'il y a dans les livres que lise un enfant qui sait déjà lire tout seul pour pouvoir, j'allais dire rattraper le coup. Si il s'agit pas d'imposer des lectures ou d'en interdire d'autres. Mais s'il y a un modèle de famille, par exemple, avec lequel on n'est pas du tout d'accord, ou s'il y a quelque chose qui véhicule des valeurs avec lesquelles on est en opposition, c'est important de pouvoir en parler. Et voilà, je pense que globalement, on peut aller chercher dans la littérature jeunesse des modèles, des choses qui peuvent être des sources d'inspiration, des pistes d'identification. Ça n'était pas vrai quand vous et moi étions enfants. Maintenant, il y a différents types de familles, de parcours individuels, d'enfants, de questionnements sur le genre, même très tôt, qui sont proposés. Donc, il faut de la curiosité. Il ne faut pas être paresseux par rapport à ça et se dire celui-là il est joli, il est coloré, où il y a tel mot qui me plaît dans le titre, ça devrait lui aller. Et aussi, de la même manière, quand les enfants reçoivent des livres ou des DVD en cadeau, je crois qu'il faut être là, les découvrir avec eux et faire ce petit travail de contrôle, j'allais dire. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre un veto. Enfin, ça pourrait sur certains titres, bien sûr. Mais si l'enfant souhaite aller vers certaines lectures ou certains programmes audiovisuels, ça vaut le coup de vraiment savoir de quoi il en retourne pour pouvoir être là et en discuter derrière. C'est aussi comme ça que l'enfant peut se construire et puis forger son esprit critique. Pour les enfants qui lisent pas encore, moi je me ferai toujours cet exercice. Je pense que pas mal de parents le font, mais je change les mots par exemple. Quand je lis par exemple, quand c'est une professeuse et qui a écrit professeur, je vais dire professeuse par exemple. Voilà, des petits exercices comme ça qu'on peut faire et peut-être que l'enfant se rendra compte plus tard que j'ai fait des modifs. Mais ça permet aussi, mine de rien, avec des ouvrages dont le contenu est intéressant, mais bien entendu, où il n'y a pas forcément ce niveau-là d'implication inclusive, je pense qu'il faut se sentir libre aussi de modifier des choses. Tout comme on se sentirait libre, en fait, de modifier, par exemple, une scène qui nous paraît trop violente. On peut l'atténuer souvent. Je pense qu'on peut le faire aussi dans l'inclusion, quoi. Et en tant qu'autrice, moi, je sais que régulièrement, quand je mets en scène un couple hétérosexuel, je me demande ce qui se passerait si j'inversais entre le papa et la maman, un couple parental. Et ça m'arrive du coup de décider que finalement ce métier-là, je vais le donner au père plutôt qu'à la mère. Et cette tâche-là à la maison, à la mère plutôt qu'au père. Effectivement, c'est aussi un exercice intellectuel qu'on peut faire sur la base des ouvrages, d'inverser les rôles entre l'homme et la femme. Oui, ça c'est super intéressant. Il y a des maisons d'édition qui poussent, qui justement sur cette inclusion, je pense alors il y en a plein, mais je pense à Talent Haut par exemple. Ouais. Je pense que vous avez plein de noms peut-être à donner. Oui, je pensais à On ne compte pas pour du beurre. Oui, aussi. On ne compte pas pour, mais bien sûr, On ne compte pas pour du beurre. Aussi pour l'inclusion sur d'autres sujets. Moi, je pense à Tricia qui a Ayo Édition, une toute petite maison d'édition sur. Là, on va aussi être sur les sujets de stéréotypes raciaux, etc. Donc voilà, c'est aussi des sujets.
Mais vraiment, je le dis. Et après, il y a aussi des petits projets. Je pense à Jeanne Sélène, qui est moi chez qui j'avais acheté. C'était un projet élu, le camion de Marion, puisque c'était souvent le camion de Léon, donc là c'était le camion de Marion. Voilà, je pense que ça vaut le coup, en effet, comme vous le dites, de s'impliquer sur faire ces petites recherches là-dessus. Parce qu'en plus, très sincèrement, il coûte pas plus cher que les livres extrêmement genrés, donc faut en profiter. Et ça amène des discussions intéressantes. Vous écrivez dans votre livre: mon ventre s'épanouit et je sais que je ne veux pas reproduire le schéma de la mère sacrificielle, et je ne veux pas non plus de modèle inverse, des parents qui travaillent tellement que les nounous passent plus de temps qu'eux avec leurs enfants. Vous évoquez les pressions que subissent les femmes, qu'elles soient mères au foyer ou qu'elles travaillent. Quels conseils donneriez-vous aux mères et aux pères pour se libérer de ces attentes sociales et se sentir légitimes dans leur choix de vie? Parce que c'est vrai qu'on a parlé des choix de vie, on a parlé de légitimité, mais comment on fait pour dealer avec vraiment? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez détectées qui peuvent servir à d'autres personnes? Là, je vais m'agacer un peu parce que depuis tout à l'heure, et c'est bien normal, on parle des ajustements, des solutions qu'on peut trouver au niveau individuel ou conjugal ou familial. Mais en fait, c'est toujours à l'individu et au couple qu'on demande d'être la variable d'ajustement, alors que si on en est là, c'est parce que le politique agit comme il agit et qui pourrait agir autrement et faire en sorte que la culpabilité finalement presque disparaisse. Enfin, je pense que si les choses étaient différentes au niveau global, je pense pas uniquement au fait d'allonger le congé maternité ou le congé paternité ou de proposer un congé parental dignement indemnisé. Je pense à ce qui se passe dans les entreprises où en fait les carrières sont ralenties, les carrières des femmes sont ralenties par la maternité ou par la possibilité de la maternité, par le fait que les femmes dès qu'elles sont enceintes sont stigmatisées dans l'entreprise, que les entreprises aussi ne sont pas aidées finalement quand elles ont des parents parmi leurs effectifs. Donc en fait c'est tout ça qui au final pèse sur les épaules du couple parental. Donc je crois que en fait chacun devrait se battre à son niveau pour faire en sorte que ça bouge à un niveau plus général et que ce soit éventuellement assorti de changements législatifs ou d'aides financières aux entreprises. Enfin, je pense qu'il y a 1001 choses à imaginer, mais je crois qu'il y a aussi des limites à ce qu'on peut mettre en place au sein du couple ou de la famille, et qu'à un moment donné, eh bien, c'est aussi à la collectivité de prendre en charge la question de la parentalité. Tout à fait. Je vous rejoins pleinement et je vous remercie d'aller sur ce sujet-là parce que c'est toujours important de remettre le sujet dans la société, dans le politique, dans le social. On reviendra juste après sur le politique et social, justement, dans le détail de vos propositions. Juste avant de terminer, on va quand même rester sur le champ individuel pour finir sur... parce que vous, votre parcours, il sort des schémas traditionnels. On a longuement évoqué là, les ajustements que vous avez fait, mais on a aussi parlé de cette communication. Alors, on a parlé de la communication, on a expliqué qu'il fallait pas prendre les choses comme une agression, mais du coup, comment on fait en fait? Est-ce que vous avez dégagé des éléments qui vous ont permis de conserver une communication ouverte, tout en ajustant les rôles aux besoins de chacun, et tout en restant unis? Je me suis rendu compte en fait que chez nous, ça marche si on parle des sujets parentaux à des moments où on sort presque de nos rôles amoureux. Alors évidemment, on est devenus parents parce qu'on était deux adultes amoureux qui ont décidé de se reproduire. Mais on essaye de pas mêler les deux aspects finalement de notre couple, donc conjugal et parental. Et donc, par exemple, de pas parler de questions de répartition des tâches ou de charge mentale le soir dans la chambre à coucher. Ça paraît un peu simple dit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on va plutôt réserver au déjeuner où on va manger en tête à tête. C'est pas une réunion de travail, mais on aborde ces sujets-là à des moments qui sont déconnectés de moments qui peuvent être plus intimes. Et puis aussi pour asseoir tout ça, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de moments où on n'était plus un couple parental. Alors ça, on a mis très très longtemps. C'est quasiment pas arrivé quand on avait notre premier enfant. On a mis très longtemps à réussir à dégager cette possibilité-là après la naissance de notre deuxième. Mais des moments où on vient retrouver ce qui nous a unis au départ en tant que couple avant les enfants,
et qui nous permet d'être plus solides, de nous donner finalement peut-être plus de confiance en nous en tant que couple, et puis dans la confiance mutuelle qu'on se porte. C'est une manière de dire aussi je t'ai choisi pour être l'autre parent de mon enfant. Donc ça veut dire que j'ai pensé que tu étais la bonne personne pour ça, donc n'aie pas de doute. Je n'ai pas changé d'avis sur la question. Et donc ces temps qu'on prend, c'est pas forcément partir une semaine en fait. Hein. On s'est rendu compte que des fois il suffit d'une poignée d'heures pour un concert, quelque chose comme ça. Un petit cinéma. Un cinéma, un petit resto en tête-à-tête, où on sait qu'en fait on n'a pas à se soucier des enfants. Et ben ça nous permet vraiment d'assurer la qualité de nos échanges sur d'autres sujets aussi. Je prends note de ça, tiens. Parce que nous, là, en plein postpartum, postnatal, c'est un vrai sujet. Donc, oui, mais c'est pas facile. Donc, non, mais vous voyez, là, en vous écoutant, je me dis tout bêtement, qu'est-ce qui m'empêche, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, j'en sais rien, d'aller au travail de ma compagne pour déjeuner avec elle et de recréer ces temps sans enfants, par exemple. Parce que là, les enfants sont gardés. Ben oui, on exactement. Sait que... Donc, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Donc, je pense qu'en rentrant, je vais lui en parler. Puis, au moment où l'épisode sortira, on aura peut-être fait ça. Et donc, je serai peut-être que je rajouterai un commentaire. On verra. Mais en effet, ça peut être ça. Donc, hyper intéressant. Merci. Alors, revenons sur le champ du politique et du social. Sophie Andriensen, imaginons vous avez tous les pouvoirs dans la société. Quelle serait votre mesure majeure et immédiate? Mais si vous voulez, vous pouvez en citer 2 ou 3. Hein. Allez-y. Alors, c'est assez vertigineux comme question, j'avoue, parce que je sais que je changerai plein de choses en matière de financement des services publics, de système carcéral, d'immigration, d'écologie, mais j'ai bien compris que c'était pas exactement le sens de votre question. Je crois que j'essaierai de m'attaquer sur la parentalité aux causes avant de penser aux symptômes, en revalorisant la parentalité dès la naissance. Pour moi, il y a un truc hyper important qui se joue à la naissance et qui est complètement négligé par le politique. Moi, par exemple, je trouverais formidable qu'il y ait la possibilité d'avoir des séjours hospitaliers plus longs, plutôt que ce soit le système qui impose un moment de sortie en fonction du type d'accouchement, voix haute, voix basse, complications ou pas, que ce soit possible de rester jusqu'à ce qu'on se sente prêt, alors individuellement ou à 2 ou à 3, à sortir. Alors, c'est la sage-femme Anna Roy qui avait lancé cette formule « une femme, une sage-femme ». Je pense qu'il faut aussi que l'accouchement se passe en fonction du rythme du corps, de l'enfant, de la mère, et non pas du système ou de la fin du service d'une personne qui a 6 patientes à gérer exactement en même temps. Donc, plus de moyens à l'hôpital et pour accompagner la naissance. Ça fait partie de tout ça, mais je rendrais plus facile l'accès à l'avortement. Malgré l'inscription dans la Constitution, il y a encore, on le sait, de nombreux obstacles en fonction des situations géographiques. Il y a d'énormes disparités entre les territoires et puis en fonction des milieux socioculturels avec des intimidations ou au niveau médical aussi. Et je rendrai également plus facile l'accès à la contraception définitive parce que je trouve que c'est absolument pas normal qu'on soit une exception, la France par rapport à d'autres pays sur ces sujets-là, que ce soit parmi toutes les opérations celle pour laquelle il y a le plus long délai de réflexion. Il y a vraiment quelque chose de culturel à intégrer, je crois, notamment pour les hommes, pour la vasectomie. Je suis en plein parcours. Là. Au moment où on enregistre, je suis dans mes 4 mois d'attente. Mais en fait, je trouve que c'est très très long. Ah, mais c'est très long. Et puis pourquoi? Alors que ailleurs, la question se pose pas. Après, ouvrons cette petite parenthèse, mais j'entends que sur moi j'ai 41 ans, j'ai eu 2 enfants. Même si ça me chafouine un peu, je peux comprendre le raisonnement qui amène quand c'est une personne de 20, 25 ans qui a pas encore vécu, peut-être de lui dire attends, réfléchis un peu quand même, tu vois, ta vie elle peut évoluer. Ça je peux l'entendre, mais franchement devoir parenter 4 mois alors que c'est bon, en plus c'est un truc dont j'ai besoin dans mon post-natal. Voilà, donc c'est important. C'est vrai que c'est long. Et puis pareil pour les femmes. Enfin bref, mais c'est vrai que c'est long et qu'on pourrait aller plus vite. Ouais. Et puis je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas responsabiliser les gens. Oui. C'est ça aussi le problème. Enfin pour moi c'est de la coercition et ben, en fait si quelqu'un
prend cette décision et puis la regrette, eh ben en fait, c'est son choix. On se pose pas la question quand quelqu'un va faire un tatouage. Et puis même si on efface le tatouage, il en reste toujours quelque chose. Je sais que la comparaison, elle paraît... Elle est très bien, la comparaison. Mais en plus, concernant la vasectomie, même très tôt, là je suis en train d'y penser, c'est qu'on a la possibilité de faire congeler son sperme, etc. Donc, oui, c'est en plus, par rapport à la ligature des trompes, on sait que dans un cas sur deux, en fait, si on fait la vasovasostomie, l'opération inverse, dans un cas sur deux, c'est suivi d'une grossesse si on le souhaite. Donc, moi, je trouve que ça atténue grandement le côté définitif et que du coup, ça devrait justifier que l'accès soit simplifié, quoi. Et puis, une dernière mesure, je mettrais en place, avant que tout ce que j'ai dit précédemment soit vraiment rentré dans les normes, je mettrais en place un suivi de près pour la première ou les 2 premières années qui suivent un accouchement, un accompagnement des 2 parents. Parce que le suicide, c'est maintenant la première cause de mortalité des mères dans l'année qui suit l'accouchement. On sait qu'une mère sur 6 souffre d'une dépression du postpartum, une mère sur 4 a des symptômes anxieux très sévères dans les mois qui suivent l'accouchement. J'ai réussi à faire parler de rares hommes qui s'occupent des enfants qui ont souffert d'une dépression du postpartum. Mais ça, en fait, la santé mentale des pères, c'est encore un impensé, alors que le bouleversement hormonal, le fait de revivre plein de choses de son enfance, même sans l'aspect physique, quoi qu'il peut y avoir des symptômes physiques également, les pères les ressentent exactement comme les mères. Tout à fait, je renvoie d'ailleurs à l'auditoire vers l'épisode avec la docteure Lucie Joly, où on parle justement de la dépression postnatale des pères. Donc moi, je crois qu'il faut être pas loin des jeunes parents pour répondre aussi bien à des questions pratiques que à des questions beaucoup plus profondes, identitaires, parce que ça questionne, ça vient chercher des choses hyper loin. Et en fait, un enfant qui a une maman en dépression ou un papa qui va pas bien, eh ben en fait, il le sent, il grandit pas aussi bien que s'il avait 2 parents en pleine forme mentale. Donc, revaloriser la parentalité, c'est pour moi et accompagner les jeunes parents, l'idée de prendre soin des adultes qui ont des enfants, mais aussi de s'assurer qu'on fait de meilleurs futurs citoyens qui grandissent dans de meilleures conditions. Donc, tout le monde y gagne. Complètement. Ça me donne envie de vous citer aussi pour les gens qui auraient des doutes sur l'argent que ça coûte, etc. C'est quelque chose qui a été chiffré par le professeur Ekman, prix Nobel d'économie. Et il faut savoir que, alors là je parle en dollars, mais pour $1 investi dans l'enfance, la petite enfance, l'accompagnement aux parents, etc., il y a un rendement de 13%. C'est-à-dire que pour $1 investi, on récupère 1,13 $. Donc, ce qui en économie est un énorme rendement. Mieux que le livret A. Exactement. Et que donc, non, c'est juste un investissement à faire et que le retour sur investissement va se faire à moyen terme et très très fort. Merci beaucoup, Sophie Adriansen. Merci beaucoup, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.